Alors, tenez, j'ai un chiffre pour commencer, un chiffre assez parlant. Selon une étude de l'université Duke, plus de 40% de ce qu'on fait chaque jour, eh bien, ce ne sont pas vraiment des décisions, ce sont des habitudes. 40%. Oui, près de la moitié de notre journée en pilote automatique. Ça fait réfléchir, non? Carrément. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur cette force invisible. On a sur la table des extraits du livre de Charles Duhigg, Le pouvoir des habitudes, et on va essayer de démonter la mécanique de ces routines qui nous pilotent. Exactement. La mission, si on veut, c'est de comprendre ce qui se passe un peu sous le capot. Comment une habitude se forme, qu'est-ce qui lui donne autant de pouvoir, et surtout, est-ce qu'on peut reprendre les commandes? Reprendre le volant. Voilà. L'idée, c'est de cartographier un peu ce territoire pour mieux s'y orienter. Parfait. Et pour commencer, les sources nous plongent dans une histoire assez déroutante. Celle d'un homme nommé Eugene Pauly. Un IP dans la littérature scientifique. C'est ça. Suite à une maladie, une encéphalite virale, Eugene a perdu la capacité de créer de nouveaux souvenirs. Il ne pouvait plus vous dire quel jour on était, ni se souvenir d'une conversation d'il y a 5 minutes. Sa mémoire à court et long terme était, pour l'essentiel, effacée, c'est-à-dire que les médecins lui montraient 3 objets, ils discutaient un peu avec lui, et 1 minute plus tard, il n'avait aucun souvenir. Ni les objets, ni même d'avoir vu les médecins. Et pourtant, et c'est là que ça devient étrange, même s'il ne pouvait pas dessiner le plan de sa propre maison, il se levait tous les matins et trouvait la cuisine ou la salle de bain, sans aucune hésitation. Et ce n'est pas tout. Non, encore plus fou. Il pouvait sortir, faire le tour du pâté de maison et retrouver son chemin pour rentrer. Alors la question c'est, comment c'est possible si son cerveau ne peut rien enregistrer de nouveau? Les habitudes, ce ne sont pas des souvenirs au fond. C'est une excellente question et c'est justement ce que son cas a révélé. En fait, les habitudes et la mémoire, disons classiques, déclaratives, celles des faits, des visages, Celle qu'on perd avec l'âge. par exemple, oui, eh bien, elles ne sont pas stockées au même endroit. Le virus avait ravagé son lobe temporal médian, le centre de la mémoire, mais une autre partie de son cerveau, une structure bien plus primitive qu'on appelle le ganglion basal, était intacte. Et c'est là que tout se joue. C'est là que se nichent nos routines. Son esprit conscient oubliait tout, mais une autre partie de lui, plus profonde, elle, se souvenait. C'est un peu comme s'il y avait 2 cerveaux en un. L'un qui réfléchit et l'autre qui agit par automatisme. C'est une bonne image. Et des chercheurs du MIT ont réussi à observer ce deuxième cerveau en action, mais avec des rats. Ils les ont mis dans un labyrinthe hanté. Avec un bout de chocolat au bout, j'imagine. Et évidemment, avec un bout de chocolat à l'une des extrémités. Au début, j'imagine que c'était la panique dans leur petit cerveau. Exactement. L'activité cérébrale était à son comble. Les rats reniflaient partout, ils grattaient les murs, hésitaient. Leur cerveau analysait une quantité folle d'informations. Mais, après des centaines de répétitions, Ça a changé. tout a changé. Zira ne se posait plus de questions. Il sprintait directement vers le chocolat. Et le plus fascinant, c'est ce qui se passait dans leur tête. Leur activité cérébrale s'était effondrée. C'était presque le calme plat, sauf à 2 moments très précis. Ah, et lesquels? Au tout début, quand ils entendaient le clic de la barrière qui s'ouvrait. Et à la toute fin, quand ils croquaient dans le chocolat. Entre les deux, pendant la course, le cerveau se mettait quasiment en veille. Il avait transformé l'action en routine. Il avait transformé l'action en une routine efficace qui ne demandait presque aucun effort mental. Et ces 2 pics d'activité, c'est ce qui a permis de définir la fameuse boucle de l'habitude. Précisément. C'est un processus en 3 étapes. La première, c'est le signal. C'est le déclencheur qui dit au cerveau « Ok, passe en mode automatique et lance cette routine Le clic pour les rats ». ». C'est ça. La deuxième étape, c'est la routine elle-même, l'action. Pour les rats, courir dans le labyrinthe. Et enfin, la troisième, la récompense. Ce qui dit au cerveau « Hey, ce truc était bien, retiens-le pour la prochaine fois ». Le chocolat. Le chocolat, bien sûr. Signal, routine, récompense. C'est l'architecture invisible de toutes nos habitudes. Ça me fait penser à quand on apprend à conduire et qu'on doit faire une marche arrière pour sortir de son garage. Au début, c'est Oh, mais là. une torture. On doit penser à tout en même temps. Les rétros, l'angle du volant, la vitesse, c'est épuisant. C'est un effort conscient et énorme, oui. Et puis, 1 an plus tard, on fait la même manœuvre en écoutant la radio et en pensant à sa liste de courses. Le cerveau a compressé toute cette séquence complexe en un seul bloc, une seule routine. C'est exactement ça. C'est le chunking, le séquençage. Le cerveau, il faut voir ça comme une machine à économiser de l'énergie. Dès qu'il peut transformer une série d'actions en un automatisme, il le fait. Ça libère de l'espace mental. Pour se concentrer sur des choses nouvelles. Voilà. Le seul problème,
c'est que le cerveau, lui, ne fait aucune différence entre une bonne et une mauvaise habitude. La boucle fonctionne de la même manière. D'accord, la boucle signal, routine, récompense est claire, mais elle semble un peu mécanique. Qu'est-ce qui la met vraiment en mouvement? Je veux dire, le chocolat, c'est une super récompense pour un rat, mais pour nous les humains, qu'est-ce qui nous pousse à nous brosser les dents tous les jours? La récompense, éviter les caries dans 10 ans, semble un peu lointaine pour motiver. Vous mettez le doigt sur l'élément crucial qui manquait aux scientifiques. Et l'histoire commerciale du dentifrice Pepsodent, au début du XXe siècle, l'illustre parfaitement. Ah oui? Il faut s'imaginer qu'à l'époque, l'hygiène dentaire aux États-Unis, c'était une catastrophe. Moins de 7% de la population se brossait les dents. C'était donc un marché inexistant. Totalement. Et c'est là qu'intervient un publicitaire de génie, Claude C. Hopkins. Il savait qu'il devait créer une habitude nationale à partir de rien. Il a donc appliqué la formule SCC. Trouver un signal simple et une récompense claire. D'accord? Le signal qu'il a choisi était brillant. Le film dentaire, cette fine pellicule qui se forme naturellement sur les dents. Ah oui, le truc qu'on sent avec la langue le matin. C'est malin, parce que tout le monde l'a. Tout le monde, tout le temps. Un signal universel, impossible à ignorer. Ces pubs disaient « Passez votre langue sur vos dents ». Vous sentez ce film? C'est ce qui les rend ternes. Simple et efficace. Et la récompense? La récompense promise était tout aussi simple et désirable. Un sourire magnifique, la beauté. Et le succès a été? Absolument foudroyant. En 10 ans, on est passé de 7% à 65% d'Américains qui se brossaient les dents. Mais attendez, il manque quelque chose. D'autres dentifrices existaient et promettaient la même chose. Pourquoi Pepsodent a tout emporté? C'est là qu'intervient l'ingrédient secret. Celui que Hopkins lui-même n'avait pas théorisé, mais qu'il avait instinctivement inclus. Cet ingrédient, c'est le désir ardent, le craving. Le désir ardent? Oui. Le Pepsodent contenait de l'acide citrique et de l'huile de menthe. Ces composants n'avaient quasiment aucun effet sur la propreté, mais ils provoquaient une sensation de picotement, de fraîcheur intense dans la bouche. Ah, je vois où vous voulez en venir. Les gens ont commencé à associer cette sensation de picotement à la propreté. Le cerveau ne désirait plus seulement la récompense lointaine d'un beau sourire, il désirait ardemment et de manière immédiate cette sensation de fraîcheur. Donc s'ils oubliaient de se brosser les dents? Il leur manquait quelque chose. Pas la propreté, mais la sensation. Le désir, c'est le moteur qui fait tourner la boucle en boucle. Le cerveau anticipe la récompense, et c'est cette anticipation qui nous pousse à agir. C'est fou. Donc on ne désire pas le résultat, on désire la sensation qui nous prouve que le résultat est atteint. Ça explique tellement de choses. C'est pour ça que les gels douche doivent mousser, même si la mousse ne lave pas mieux, ou que les détergents sont parfumés. Exactement. L'échec initial du désodorisant Febreze le confirme. Procter & Gamble a créé un produit révolutionnaire qui éliminait les odeurs sans en laisser. Et ce fut un flop total. Pourquoi? Ça semble être le produit parfait. Parce qu'ils ont mal identifié la boucle. Le signal, c'était une mauvaise odeur. Mais les gens qui vivent avec les pires odeurs, la fumée, les animaux, sont désensibilisés. Ils ne sentent plus le signal. Voilà. Donc, l'habitude ne se déclenchait jamais. La solution de P&G a été de tout changer. Ils ont arrêté de le vendre comme un produit qui élimine le négatif pour le vendre comme la touche finale positive d'une routine existante. C'est-à-dire? Les nouvelles publicités montraient des gens qui finissaient leur ménage, faire le lit, passer l'aspirateur, et qui, en guise de récompense finale, vaporisaient du Febreze. Le signal n'était plus la mauvaise odeur, mais « j'ai fini ma tâche ». D'accord, la routine c'est de vaporiser. Et la récompense? La récompense. Ils ont ajouté des parfums puissants. La récompense est devenue cette odeur fraîche qui signale « mon travail est terminé et ma maison est propre ». Et les gens ont commencé à désirer ardemment cette odeur comme le point final de leur nettoyage. C'est tellement vrai. Je ne pense jamais à utiliser ce genre de spray quand ça sent mauvais, mais je le fais presque systématiquement après avoir passé l'aspirateur. C'est le point final, ils m'ont eu. Ils ont créé un désir ardent. Et Febreze est passé d'un échec à un produit qui rapporte $1 milliard par an. Cela montre que la structure signal, routine, récompense est le squelette, mais le désir, le craving, c'est le muscle qui fait tout bouger. D'accord, donc si je résume, on est un peu des marionnettes pilotées par cette boucle et ce désir ardent. C'est un peu déprimant. La question à 1 million, c'est comment on pirate le système? Comment on reprend les commandes pour changer une mauvaise habitude? C'est la partie la plus intéressante et la plus optimiste. Duhigg nous parle de Lisa Allen, une femme dont la vie était, de son propre aveu, un désastre. Elle fumait, elle buvait, elle était en surpoids, criblée de dettes. Le tableau complet. Voilà. Et en 4 ans, elle a tout changé. Elle a couru un marathon, repris ses études, acheté une maison. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Elle qu'elle arrête de fumer.
Le fait de se concentrer sur cette seule habitude a provoqué une réaction en chaîne. Comment ça? Arrêter de fumer l'a poussé à se mettre à la course à pied pour gérer le stress. La course a amélioré son sommeil, son alimentation, sa discipline. Et cette discipline s'est étendue à sa gestion de l'argent, à son travail. C'est ce que Duhigg appelle une habitude clé, une keystone habit. Une habitude clé. C'est une habitude qui, une fois changée, réorganise tout le reste. C'est l'effet domino. C'est une idée très puissante, changer une chose pour tout changer. Mais concrètement, comment s'applique la fameuse règle d'or du changement d'habitude? La meilleure illustration de cette règle vient d'un domaine inattendu, le football américain. Tony Dungy, un entraîneur, a repris les Buccaneers de Tampa Bay, l'une des pires équipes de la ligue. Et sa philosophie était contre-intuitive. Ah oui? Il n'a pas demandé à ses joueurs d'apprendre des centaines de nouvelles tactiques. Au contraire, il leur a dit qu'ils allaient moins réfléchir. Moins réfléchir pour mieux jouer. Ça semble paradoxal. La stratégie reposait sur une règle d'une simplicité désarmante. Conserver l'ancienne signal, offrir la même récompense, mais insérer une nouvelle routine. Toujours la même structure. Toujours. Par exemple, un signal sur le terrain, c'est la formation des joueurs adverses. Face à un signal donné, ces joueurs avaient des dizaines de réactions possibles et sous la pression, ils choisissaient souvent la mauvaise. Dungy a identifié une poignée de nouvelles routines, plus simples, plus rapides, et les leur a fait répéter jusqu'à l'automatisme total. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Le signal, la position des adversaires, reste le même. La récompense désirée, gagner du terrain, marquer, reste la même. Il a juste remplacé la routine du milieu. La réaction complexe et hésitante. Par une nouvelle routine simple et automatique. Exactement. Les joueurs n'avaient plus à penser, ils réagissaient. Ils ont transformé leurs vieilles habitudes de jeu en nouvelles habitudes plus efficaces, en gardant le même cadre. Et cette équipe de perdants est devenue l'une des meilleures de la ligue. On ne combat pas l'ancienne habitude, on la remplace. C'est fascinant. C'est donc ça la règle d'or. Et on voit ça à l'œuvre dans d'autres contextes comme les alcooliques anonymes par exemple. C'est précisément le même mécanisme. Les AA ne prétendent pas pouvoir supprimer les signaux qui poussent une personne à boire. Le stress, la solitude, la colère. Ça fait partie de la vie. Exactement. Ces signaux feront toujours partie de la vie. Et ils ne suppriment pas non plus le besoin de récompense que l'alcool procure, le soulagement, la camaraderie, l'évasion. Ils changent juste la routine du milieu. Voilà. Quand le signal du stress apparaît, au lieu de la routine « prendre un verre », AA insère une nouvelle routine « appeler son parrain » ou « aller à une réunion ». Cette nouvelle routine apporte des récompenses étonnamment similaires. Du soutien, un sentiment de communauté, un soulagement de l'anxiété. Le cadre est préservé, mais le comportement est transformé. La routine destructrice est remplacée par une routine constructive. Pour rendre ça encore plus concret, il y a l'histoire de Mandy, une étudiante qui se rongeait les ongles au point de saigner. Comment la règle d'or s'applique à un cas comme celui-ci? Elle a suivi une thérapie dite de renversement d'habitude. La toute première étape, et la plus dure, a été d'identifier le signal. Le déclencheur. Oui. Après une observation attentive, elle a réalisé que ce n'était pas l'ennui en général, mais une sensation très spécifique, une légère tension au bout des doigts. C'était ça le signal. D'accord. Et la nouvelle routine? La thérapeute lui a demandé de choisir une réponse concurrente, quelque chose qui rend physiquement impossible de se ronger les ongles. Mandy a choisi, dès qu'elle sentait la tension, de mettre immédiatement ses mains dans ses poches ou de saisir un crayon. C'est la nouvelle routine, mais la récompense en est. Qu'est-ce que le rongement d'ongles lui apportait? Une stimulation physique, une sorte de soulagement de cette tension. Donc, pour satisfaire ce même besoin, la nouvelle routine devait se terminer par une récompense similaire. On lui a conseillé, après avoir mis ses mains dans ses poches, de se frotter le bras ou de taper doucement sur une table. Une petite stimulation physique qui comble le désir, mais de manière non destructrice? Le signal était le même, la récompense était similaire, mais la routine avait été piratée. Et ce qui est puissant, c'est que ça ne repose pas sur la volonté qui s'épuise. Ça s'appuie sur la propre mécanique de l'habitude pour la reprogrammer. On ne lutte pas contre la boucle, on la redirige. Si on récapitule, tout part de cette boucle en 3 temps. Signal, routine, récompense. Le moteur de tout ça, c'est le désir ardent, l'anticipation de la récompense, que notre cerveau apprend à aimer. C'est ça. Et la conclusion pratique, c'est que pour changer une habitude, la stratégie la plus efficace n'est pas de combattre le désir de front, mais de le rediriger.
Il faut identifier précisément sa propre boucle, conserver le signal et la récompense, et se concentrer uniquement sur le changement de la routine. La première étape est toujours la prise de conscience. Toujours. Observer ses propres automatismes sans jugement, c'est déjà commencer à les démonter. Tout ça me fait penser à une chose. Les sources expliquent en détail comment des entreprises utilisent ces connaissances pour analyser nos comportements et influencer nos achats. Si c'est si simple de comprendre et de modifier les habitudes, ça ouvre une question assez vertigineuse. Oui, où est-ce qu'on trace la ligne? Exactement. Où est-ce qu'on trace la ligne entre, d'un côté, aider quelqu'un à adopter une bonne habitude, comme faire du sport, et de l'autre, le manipuler pour qu'il adopte une habitude qui sert avant tout les intérêts d'une entreprise? C'est une réflexion à garder en tête.